C'était une nuit pluvieuse d'octobre lorsque Sophie Dubois, 28 ans, termina son service à l'hôpital de Périgueux, où elle travaillait comme infirmière. Épuisée après une journée de 12 heures, elle décida de commander une voiture via une application de transport pour rentrer chez elle, dans le village de Brantôme. À 23h47, elle envoya un message à sa sœur, « Je suis en route pour la maison. » Le chauffeur s'appelle Lucas. C'était la dernière fois que quelqu'un eut des nouvelles de Sophie. Son téléphone se déconnecta quelques minutes plus tard, et lorsque sa sœur, Camille Martin, tenta de l'appeler, elle n'entendit qu'un signal occupé. L'application indiquait que le trajet était terminé, mais Sophie n'arriva jamais à destination, dans sa petite maison au bord de la rivière Dordogne. La pluie tombait dru cette nuit-là, créant une atmosphère sombre qui présageait la tragédie à venir. Sophie avait enchaîné des doubles gardes toute la semaine, s'occupant des patients dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Périgueux. C'était une femme dévouée, responsable, qui avertissait toujours lorsqu'elle était rentrée chez elle. Sa routine était immuable, terminer son service, prendre un transport, arriver à la maison et envoyer un message de confirmation. Mais cette nuit-là, quelque chose tourna terriblement mal. Le chauffeur qui avait accepté la course, Lucas Moreau, semblait fiable selon son profil sur l'application, avec de bonnes évaluations et des commentaires positifs. Sophie monta dans la Peugeot 308 grise sans se douter qu'elle entrait dans un cauchemar qui la retiendrait captive pendant 3 longues années. La famille de Sophie contacta immédiatement les autorités. Sa sœur, Camille Martin, n'en croyait pas ses yeux. Sophie rentrait toujours à la maison, elle m'avertissait toujours quand elle était en sécurité, répétait-elle, en larmes. La police lança l'enquête, mais le chauffeur, Lucas Moreau, avait disparu avec son véhicule. Il n'y avait aucune trace numérique, aucune caméra de surveillance n'avait capturé le moment précis. L'affaire devint un mystère qui plongerait la famille dans l'angoisse pendant des années. Les parents de Sophie, Henri et Madeleine Dubois, arrivèrent de leur village natal, Nontron, dès qu'ils apprirent la disparition. La maison de Sophie à Brantôme se remplit de proches, d'amis et de collègues de travail, tous incrédules face à ce qui s'était passé. Sophie était aimée de tous, une femme sans ennemis, sans conflit, sans raisons apparentes de disparaître volontairement. Les enquêteurs commencèrent à examiner chaque détail de sa vie, cherchant des indices pour expliquer l'inexplicable. Son chef à l'hôpital de Périgueux confirma que Sophie avait quitté l'hôpital à l'heure habituelle, sans rien d'anormal. Ses collègues la décrivaient comme une personne stable, heureuse, avec des projets pour l'avenir. Elle épargnait pour acheter un appartement à Sarlat-la-Canéda et avait un rendez-vous médical prévu pour la semaine suivante. Tout indiquait que Sophie avait toutes les raisons de vouloir rentrer chez elle ce soir-là. Les enquêteurs suivirent toutes les pistes possibles, ils vérifièrent les caméras de circulation, interrogèrent d'autres chauffeurs de l'application, tracèrent les dernières positions du téléphone de Sophie, mais chaque piste menait à une impasse. Lucas Moreau semblait s'être volatilisé avec sa Peugeot 308 grise de 2018. Les autorités envisagèrent un enlèvement, mais sans corps, sans témoins et sans preuves concrètes, l'affaire commença à s'essouffler. La société de l'application de transport coopéra pleinement, fournissant toutes les données disponibles sur le chauffeur et le trajet. Cependant, les informations révélaient quelque chose de troublant. Le profil de Lucas Moreau avait été créé seulement 2 semaines avant la disparition de Sophie, et les références fournies s'avéraient fausses. Les photos du chauffeur ne correspondaient à aucune base de données policière, et l'adresse enregistrée était celle d'une maison abandonnée à la périphérie de Périgueux. Les enquêteurs réalisèrent qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait soigneusement planifié une fausse identité. Les caméras de surveillance de la zone où Sophie avait été récupérée montraient le moment où elle montait dans le véhicule, mais la qualité des images était trop médiocre pour identifier clairement le chauffeur. L'analyse médico-légale du téléphone de Sophie révéla qu'il avait été déconnecté brutalement, suggérant qu'il avait été détruit ou que la batterie avait été retirée intentionnellement. Chaque nouvelle piste ne faisait qu'approfondir le mystère et accroître le désespoir de la famille. Camille Martin ne baissa pas les bras. Elle créa des groupes sur les réseaux sociaux, distribua des tracts, organisa des recherches dans tout Périgueux. « Ma sœur ne peut pas avoir disparu comme ça »,
disait-elle dans chaque interview télévisée sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les parents de Sophie, dévastés par la perte, commencèrent à perdre espoir. Mais Camille continua à chercher, à poser des questions, à espérer qu'un jour quelqu'un aurait des réponses. Elle organisa des marches silencieuses sur la place principale de Périgueux, où les habitants tenaient des bougies, et créa un site web avec des informations sur Sophie, contactant les médias locaux et nationaux. Sa détermination était inébranlable, alimentée par un amour fraternel qui refusait d'accepter la défaite. Cependant, les parents de Sophie, Henri et Madeleine, commencèrent à montrer des signes de détérioration émotionnelle. Henri, un homme robuste qui avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie, devint renfermé et silencieux. Madeleine développa des problèmes de santé liés au stress et à l'anxiété. « Je ne peux pas fermer les yeux sans voir le visage de ma petite », disait-elle à Camille entre deux sanglots. La famille reçut le soutien de groupes de proches de personnes disparues, mais la douleur était unique et insupportable. Chaque jour sans nouvelles était une longue torture. Les anniversaires, les fêtes de Noël avec leurs traditionnelles bûches de Noël, toute célébration devenait un rappel douloureux de l'absence de Sophie. Camille quitta son emploi pour se consacrer entièrement à la recherche, vivant de ses économies et de l'aide de proches et d'amis qui admiraient sa ténacité et son espoir. 3 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Sophie. L'affaire avait été classée comme disparition non résolue. La famille commençait à accepter la douloureuse réalité qu'elle ne saurait peut-être jamais ce qui était arrivé à Sophie, mais le destin en décida autrement. Dans un petit atelier de mécanique à la périphérie de Sarlat-la-Canéda, un mécanicien nommé Pierre Lefebvre était sur le point de faire une découverte qui changerait tout. La routine quotidienne s'était réinstallée dans la vie de la famille Dubois, mais c'était une routine teintée de mélancolie et de résignation. Camille avait repris le travail, mais maintenait actifs les réseaux sociaux dédiés à la recherche de Sophie. Henri et Madeleine avaient vieilli considérablement. La douleur avait laissé des marques profondes sur leur visage et dans leur cœur. Parfois, ils recevaient des appels de personnes pensant avoir vu Sophie, mais toutes les pistes s'avéraient être de fausses alertes, ravivant la douleur. L'affaire de Sophie avait inspiré des changements dans les politiques de sécurité des applications de transport, mais cela ne consolait pas la famille. Les enquêteurs affectés à l'affaire avaient changé plusieurs fois, et chaque nouveau détective devait se familiariser avec les détails depuis le début. La couverture médiatique avait considérablement diminué, et Sophie semblait devenir une statistique de plus, un autre cas non résolu dans les archives de la police. Pourtant, Camille gardait une flamme d'espoir allumée dans son cœur, une intuition quasi maternelle qui lui disait que Sophie était encore en vie quelque part. Bloc 6, la découverte inattendue. Pierre Lefebvre avait acheté une Peugeot 308 grise lors d'une vente aux enchères de véhicules abandonnés. La voiture avait été retrouvée dans le parking de l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord, sans plaque et avec des documents falsifiés. En effectuant une inspection complète du véhicule, quelque chose attira son attention. Sous le siège du conducteur, ses doigts touchèrent un objet étrange. Avec précaution, il en sortit un objet qui lui glaça le sang, une carte d'identité d'infirmière au nom de Sophie Dubois. Pierre, mécanicien expérimenté de 45 ans, père de 3 enfants, avait acheté le véhicule pour le réparer et le revendre. Il était méticuleux dans son travail, vérifiant toujours chaque recoin des voitures qu'il acquérait. Pierre Lefebvre avait payé une somme considérable lors de la vente aux enchères, car le véhicule, une Peugeot 308 grise, était en bon état malgré son abandon. Lorsqu'il trouva la carte d'identité d'infirmière, il pensa d'abord qu'elle pouvait appartenir à une infirmière qui avait utilisé la voiture comme taxi ou via une application de transport auparavant. Mais quelque chose au fond de lui disait qu'il y avait plus à découvrir. La carte était en parfait état, comme si elle avait été intentionnellement cachée. Pierre se rappela avoir vu des affiches de personnes disparues dans son quartier à Sarlat-la-Canéda, et le nom lui semblait familier. Il décida d'inspecter le véhicule plus minutieusement, et ce qu'il trouva le laissa sans voix. Outre la carte, il y avait de petits objets personnels, une boucle d'oreille, un bouton de blouse médicale, et, plus glaçant encore, quelques gouttes de ce qui semblait être du sang séché sur le revêtement du siège arrière. Pierre sut immédiatement qu'il avait découvert quelque chose d'important,
quelque chose qui pourrait changer la vie d'une famille et résoudre un mystère resté sans réponse pendant 3 ans. Bloc 7, l'appel qui changea tout. Pierre n'hésita pas une seconde. Il contacta immédiatement la gendarmerie de Périgueux. « J'ai trouvé quelque chose que je crois important », dit-il d'une voix tremblante. Lorsque les enquêteurs arrivèrent à l'atelier de Sarlat La Canéda, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Non seulement la carte d'identité de Sophie Dubois était là, mais son téléphone portable, complètement déchargé, était caché dans le compartiment de la boîte à gants. La voiture était restée là tout ce temps, attendant d'être découverte. Le détective chargé de l'affaire, Jean Dupont, avait travaillé sur l'enquête initiale de Sophie 3 ans auparavant. Lorsqu'il reçut l'appel de Pierre, il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il avait pensé à Sophie de nombreuses fois au fil des années, regrettant de n'avoir pas pu apporter de réponse à sa famille. Désormais, il disposait enfin de preuves tangibles qui pourraient tout changer. L'atelier devint rapidement une scène de crime. Les techniciens de la police scientifique arrivèrent avec tout leur équipement, documentant chaque détail du véhicule. Pierre observait, nerveux, se demandant s'il avait mal agi en manipulant la voiture avant d'appeler la police. Le détective Jean Dupont le rassura, lui expliquant que sa découverte était exactement ce dont ils avaient besoin pour rouvrir l'affaire. La carte de Sophie était en parfait état, ce qui suggérait qu'elle avait été soigneusement cachée. Le téléphone, bien que déchargé, pourrait contenir des informations précieuses si les techniciens parvenaient à récupérer les données. Pierre avait trouvé plus que des preuves, il avait redonné de l'espoir à une famille qui souffrait depuis 3 ans sans réponse. La nouvelle se répandit rapidement au sein de la gendarmerie de Périgueux, et tous savaient qu'ils étaient à un tournant dans l'une des affaires les plus frustrantes de ces dernières années. Bloc 8, la relance de l'enquête. L'affaire de Sophie Dubois fut immédiatement rouverte. Les experts médico-légaux analysèrent chaque centimètre du véhicule. Ils trouvèrent des empreintes digitales, des cheveux et, plus choquant encore, des traces de sang sur le siège arrière. L'ADN confirma qu'il appartenait à Sophie, mais ils découvrirent autre chose. Des empreintes qui ne correspondaient pas à celles de la victime. Quelqu'un d'autre avait été dans cette voiture, quelqu'un qui avait laissé des preuves incriminantes. Le laboratoire médico-légal travailla jour et nuit pour traiter toutes les preuves. Les analyses ADN révélèrent que le sang trouvé sur le siège arrière appartenait définitivement à Sophie, mais la quantité était relativement faible, ce qui suggérait qu'il y avait eu une lutte, mais pas nécessairement un homicide. Les empreintes digitales trouvées sur le volant, les poignées de porte et d'autres surfaces furent comparées à la base de données nationale. Les techniciens trouvèrent également des fibres textiles qui ne correspondaient pas aux vêtements que Sophie portait la nuit de sa disparition, ce qui indiquait la présence d'autres personnes dans le véhicule. Le téléphone de Sophie fut envoyé à des spécialistes en récupération de données numériques à Limoges. Bien qu'il soit resté déchargé pendant 3 ans, il y avait une chance de récupérer des informations de la mémoire interne. Les enquêteurs analysèrent également l'historique du véhicule, retraçant son parcours depuis le moment de la disparition jusqu'à son abandon à l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord. Les caméras de surveillance de l'aéroport furent réexaminées, cette fois avec des dates précises basées sur l'analyse médico-légale du véhicule. L'enquête devint la priorité numéro 1 du département, avec plusieurs détectives affectés exclusivement à l'affaire. La famille de Sophie fut immédiatement informée des nouveaux développements, et pour la première fois en 3 ans, ils sentirent un véritable espoir d'obtenir des réponses. Bloc 9, la vérité sur le chauffeur. L'enquête révéla une vérité glaçante. Lucas Moreau n'était pas vraiment un chauffeur enregistré. Il avait piraté l'application en utilisant de faux documents pour opérer. Son vrai nom était Lucas Moreau, un homme avec un casier judiciaire pour agression et enlèvement. Mais la question qui tourmentait les enquêteurs était, où était Sophie? Avait-elle survécu? Que s'était-il vraiment passé cette nuit-là? Le passé de Lucas Moreau dressait le portrait d'un criminel récidiviste. Il avait été arrêté 5 ans plus tôt pour enlèvement, mais libéré pour un vice de procédure. Il avait un historique de violence domestique, d'agression sexuelle et avait été emprisonné à plusieurs reprises. Son mode opératoire était similaire à celui de l'affaire de Sophie.
Il utilisait de fausses identités pour gagner la confiance de ses victimes. Les enquêteurs découvrirent que Lucas opérait comme faux chauffeur depuis plusieurs mois avant la disparition de Sophie, et qu'au moins 3 autres femmes avaient signalé des comportements suspects lors de trajets avec lui. Cependant, ces plaintes n'avaient pas été reliées, car Lucas changeait constamment de nom et de véhicule. La police découvrit également que Lucas avait des liens avec des réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes. Cela ouvrit une nouvelle piste d'enquête, suggérant que Sophie pourrait avoir été victime d'un réseau plus vaste. Les enquêteurs commencèrent à se demander si Sophie avait été vendue ou transférée dans une autre ville, voire un autre pays. Les preuves médico-légales du véhicule suggéraient que Sophie était consciente pendant au moins une partie du temps passé dans la voiture, ce qui donnait espoir qu'elle ait pu survivre à l'enlèvement initial. La recherche de Lucas Moreau devint une priorité nationale, sa photo fut diffusée dans tous les médias, et son nom ajouté aux listes des personnes les plus recherchées. Bloc 10, sur la piste. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer les mouvements de Lucas cette nuit-là. Les caméras de surveillance de l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord montrèrent le moment exact où il abandonna le véhicule. Mais il y avait autre chose, une silhouette marchant à ses côtés, quelqu'un qui semblait être forcé d'avancer. L'image était floue, mais suffisante pour susciter de nouveaux espoirs. C'était Sophie, elle était vivante tout ce temps. Une analyse détaillée des caméras de surveillance révéla que Lucas n'était pas seul lorsqu'il abandonna le véhicule à l'aéroport. Une silhouette plus petite, probablement une femme, marchait à ses côtés. La qualité des images était frustrante, mais les experts en analyse vidéo travaillèrent à améliorer la résolution. La silhouette féminine semblait marcher de manière rigide, comme si elle était contrôlée ou menacée. Les enquêteurs découvrirent également que Lucas avait acheté des billets de Flixbus pour 2 personnes à destination de Clermont-Ferrand, à 300 km de là. Les billets avaient été payés en liquide, et les caméras de la gare routière de Périgueux montraient 2 personnes montant dans le bus, mais les images n'étaient, une fois encore, pas assez nettes pour confirmer leur identité. L'enquête s'étendit à Clermont-Ferrand, où les détectives locaux commencèrent à fouiller les hôtels, les maisons d'hôtes et les propriétés abandonnées où Lucas aurait pu emmener Sophie. Les enquêteurs suivirent également la piste financière, découvrant que Lucas Moreau avait retiré de l'argent dans des distributeurs automatiques de différentes villes au cours des semaines suivant la disparition de Sophie Dubois. Cela suggérait qu'il se déplaçait constamment, probablement pour éviter d'être capturé. Les schémas de retrait d'argent créèrent une carte de ses possibles localisations, et les enquêteurs commencèrent à visiter chacune de ces zones, montrant des photos de Lucas et Sophie aux habitants locaux, espérant que quelqu'un les ait vus. Bloc 11, la recherche intensive. Avec ces nouvelles preuves, la gendarmerie de Périgueux lança une recherche massive. Ils fouillèrent des hôtels, des maisons abandonnées, tout endroit où Lucas aurait pu emmener Sophie. La famille, qui avait presque perdu tout espoir, ressentit un nouvel élan pour obtenir des réponses. Camille Martin ne pouvait contenir son émotion. Je savais que ma sœur était encore là. Je savais qu'elle n'avait pas abandonné, disait-elle. La recherche devint un effort coordonné entre plusieurs juridictions. Des équipes de recherche et de sauvetage, des chiens pisteurs, des drones et des hélicoptères furent déployés sur une zone de plusieurs kilomètres carrés autour de Mont-d'Or, dans le Massif central. Les médias, comme France 3 Nouvelle-Aquitaine, couvrirent intensivement la recherche, ravivant l'intérêt du public pour l'affaire de Sophie. Des centaines de volontaires, portant des sandwichs jambon-beurre et des bouteilles d'eau Vichy, se joignirent à la recherche, inspirés par l'histoire de la famille et la possibilité que Sophie soit encore en vie. Les enquêteurs établirent un centre de commandement temporaire à Clermont-Ferrand, où l'on pensait que Lucas avait pu emmener Sophie. Camille et ses parents, Henri et Madeleine Dubois, voyagèrent jusqu'à la ville, s'installant dans un petit hôtel local pour rester proches de la recherche. C'était la première fois en 3 ans qu'ils sentaient qu'ils étaient près de retrouver Sophie. Les équipes de recherche fouillèrent des grottes, des forêts, des maisons abandonnées, des granges et toutes structures pouvant servir de cachette dans la région du Massif central. Les habitants locaux furent interrogés, et plusieurs signalèrent avoir vu un homme correspondant à la description de Lucas dans les mois suivant la disparition de Sophie.
Un agriculteur local se rappela avoir vu un homme étrange près d'une cabane abandonnée dans les montagnes près de Mont-d'Or et guida les enquêteurs vers cette zone. La cabane était située dans une région isolée, accessible uniquement par un chemin de terre. Lorsqu'ils arrivèrent, les enquêteurs trouvèrent des signes d'occupation récente, des pots de confit de canard vides, des vêtements, et, plus encourageant encore, des preuves qu'une femme avait vécu là. Bloc 12, l'affrontement. Après des jours de recherche, les enquêteurs localisèrent Lucas Moreau dans une maison abandonnée dans les montagnes du Massif central. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent des preuves qu'une personne y avait vécu pendant des années. Il y avait des vêtements féminins, des médicaments et, plus prometteurs, des signes de vie récente. Lucas fut arrêté, mais il refusa de révéler où se trouvait Sophie. Son silence ne fit qu'intensifier la recherche. L'arrestation de Lucas fut dramatique. Les agents le trouvèrent caché dans une cave improvisée sous la maison abandonnée. Il était armé et résista d'abord à l'arrestation, mais finit par se rendre lorsqu'il réalisa qu'il était encerclé. Lors de la détention, les enquêteurs trouvèrent un carnet où Lucas avait consigné une partie de son temps avec Sophie. Les notes étaient troublantes et confirmaient que Sophie avait été retenue captive pendant une longue période. Cependant, les entrées les plus récentes suggéraient que Sophie avait réussi à s'échapper. Lucas avait écrit sur sa propriété, qui s'était enfuie, comme un rat, et exprimait sa fureur d'avoir perdu le contrôle. La maison abandonnée fut traitée comme une scène de crime. Les experts médico-légaux trouvèrent des preuves que Sophie y avait été, des cheveux, des empreintes digitales et des vêtements que sa famille confirma comme lui appartenant. Ils trouvèrent également des médicaments que Sophie utilisait pour une affection médicale mineure, confirmant que Lucas l'avait maintenue en vie pendant sa captivité. Lors de l'interrogatoire, Lucas se montra défiant et refusa de coopérer avec les enquêteurs. Son avocat lui conseilla de rester silencieux, mais les enquêteurs avaient suffisamment de preuves pour l'inculper d'enlèvement, de séquestration illégale et d'autres chefs d'accusation graves. Cependant, la question la plus importante restait sans réponse. Où était Sophie maintenant? Avait-elle réussi à s'échapper et se cachait-elle par peur? Était-elle blessée et avait-elle besoin d'aide médicale? Les enquêteurs intensifièrent leurs efforts pour la retrouver, sachant que chaque heure pouvait être cruciale pour sa survie. Bloc 13, la révélation finale. La vérité éclata enfin lors de l'interrogatoire. Lucas, sous la pression des preuves accablantes, confessa ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Sophie avait été enlevée, mais elle avait réussi à survivre. Elle avait été retenue captive pendant 3 ans, mais avait trouvé un moyen de s'échapper quelques semaines seulement avant que la voiture ne soit découverte. Lucas avait abandonné le véhicule à l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord parce que Sophie s'était enfuie et qu'il craignait d'être capturé. La confession de Lucas révéla des détails glaçants sur les 3 années que Sophie avait passées en captivité. Elle avait été déplacée dans plusieurs endroits, toujours maintenue dans des lieux isolés où ses cris ne pouvaient être entendus. Lucas avait développé une obsession maladive pour elle, la traitant comme sa propriété et la menaçant constamment de la tuer si elle tentait de s'échapper. Cependant, Sophie avait fait preuve d'une résilience extraordinaire. Elle avait feint la soumission tout en planifiant secrètement son évasion. Au cours des derniers mois de sa captivité, elle avait réussi à desserrer les chaînes qui la retenaient et se préparait à fuir. L'opportunité se présenta lorsque Lucas s'endormit après avoir bu de l'alcool. Sophie parvint à se libérer et à s'échapper en pleine nuit, courant à travers la forêt montagneuse du Massif central jusqu'à atteindre une route principale. Elle était si traumatisée et terrifiée qu'elle n'osa pas contacter la police immédiatement, craignant que Lucas ne la retrouve. À la place, elle chercha refuge dans un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Limoges, où elle resta sous une fausse identité. Les travailleurs du centre respectèrent son souhait d'anonymat, ignorant qu'elle était une personne portée disparue. Sophie luttait contre le traumatisme et la peur, sans savoir que sa famille la recherchait désespérément. Son évasion était si récente que Lucas n'avait pas eu le temps de couvrir complètement ses traces, ce qui expliquait pourquoi la voiture avait été trouvée avec des preuves incriminantes intactes. Bloc 14, les retrouvailles. Dans un retournement inattendu,
Sophie vivait dans un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Limoges sous une fausse identité, trop traumatisée pour révéler sa véritable identité. Lorsque les autorités la contactèrent, la réunion avec sa famille fut émouvante et déchirante. Camille serra sa sœur dans ses bras après 3 ans de douleur. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais cessé d'y croire. » Sophie, bien que marquée par l'expérience, avait trouvé la force de survivre et était enfin rentrée chez elle. La découverte de Pierre dans l'atelier de Sarla Lacaneda n'avait pas seulement résolu un mystère, mais avait réuni une famille qui n'avait jamais perdu espoir. Les retrouvailles eurent lieu à l'hôpital de Périgueux, où Sophie fut emmenée pour recevoir des soins médicaux et une évaluation psychologique. Lorsque Camille vit sa sœur pour la première fois en 3 ans, elles s'effondrèrent toutes deux en larmes. Sophie avait considérablement perdu du poids et montrait des signes évidents du traumatisme qu'elle avait subi, mais elle était vivante. Ses parents, Henri et Madeleine, n'en revenaient pas d'avoir enfin retrouvé leur fille. L'étreinte familiale fut capturée par les caméras des médias, devenant une image emblématique d'espoir et de résilience. Sophie eut d'abord du mal à communiquer. Le traumatisme avait affecté sa capacité à parler de son expérience. Cependant, avec le soutien de sa famille et de thérapeutes spécialisés, elle commença lentement à raconter son histoire. Son récit confirma les détails révélés par Lucas lors de sa confession, mais révéla également l'incroyable force mentale qu'elle avait développée pour survivre. Sophie avait gardé l'espoir de retrouver sa famille, et cet espoir avait été sa motivation pour continuer à se battre. Pierre, le mécanicien qui avait trouvé les preuves cruciales, fut invité à rencontrer Sophie et sa famille. La rencontre fut émouvante, et Sophie le remercia d'avoir découvert les indices qui avaient conduit à son sauvetage. Lucas Moreau fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour enlèvement, séquestration illégale et autres chefs d'accusation connexes. L'affaire de Sophie devint un symbole d'espoir pour d'autres familles de personnes disparues, prouvant qu'il ne faut jamais perdre espoir et que la vérité peut toujours éclater, même des années plus tard.